Bon, et ben voilà, bonjour à tous et à toutes. Donc nous sommes avec Anne et Jean-François Descombes, qui sont les experts en France du slow sex. Ils vont vous expliquer votre démarche. Moi, c'est Manon de Tolku et je suis ravie de faire ce webinaire avec vous tous. Donc juste pour rappel, pour ceux qui ne me connaîtraient pas et qui ne connaîtraient pas encore Tolku Univers. Donc Tolku Univers, c'est quoi? C'est à l'origine un podcast, puis un concept store, donc de la déco aux livres, aux bijoux, au passant par les sextoys, pour libérer la parole autour de la sexualité. Il y a évidemment un blog sur le site et depuis février, j'essaye d'organiser un webinar ou des podcasts en live, ça dépend, 1 à 2 fois par mois sur des thématiques différentes. On avait fait sur la masturbation avec Camille Bataillon, puis on a fait sur la future de la contraception, ou plutôt la contraception masculine avec Maxime Labrie la dernière fois. Et aujourd'hui, c'est sur le slow sex. Donc voilà, je vous laisse Anne et Jean-François vous présenter. Juste avant, je vous explique rapidement le fonctionnement du chat à tous et à toutes qui ne connaîtraient peut-être pas le fonctionnement. Vous voyez sur le côté chat et questions. Voilà, exactement, parfait, Ivan ou Yvan. Vous pouvez vous présenter, dire d'où vous venez, ou si vous connaissez le slow sex, ou si vous avez déjà des questions. Vous pouvez soit les mettre dans le chat, soit dans les questions. Dans tous les cas, on verra, enfin, vous ne verrez que les prénoms des gens. C'est anonyme et si vous voulez vraiment pas qu'on voit qui a posé quelle question, vous pouvez la mettre dans la partie questions et pas dans la partie chat. Et il n'y a que nous, donc Anne, Jean-François et moi, qui la verront et qui pourront la dire et y répondre en live, soit pendant le webinaire, soit à la fin, selon le moment et ce dont on parle. Voilà, la parole est à vous, Anne et Jean-François. Alors, qui on est? C'est toujours difficile de dire qui je suis. Moi, je me suis intéressée au développement personnel très jeune, je pense depuis que j'ai 18 ans, et en particulier avec les approches psychocorporelles. J'ai commencé en dansant, j'ai fait de l'autonie et tout. Et donc mes formations, hein, puisque c'est quand même ça qu'on... avec laquelle on se décrit dans notre monde occidental malgré tout. C'est comme tu veux, c'est Ouais, mais vraiment je veux bien. Donc j'ai une formation scientifique. Au départ, je suis ingénieure agronome, mais j'ai vite bifurqué vers le psychocorporel. J'ai fait une formation de Tony Gard-Alexander, qui est un magnifique travail d'écoute du corps, et puis une formation de Gestalt thérapeute, et puis ce travail sur le slow sex, bien sûr. Alors juste de l'autonie, est-ce que tu peux préciser? Je ne sais pas ce que c'est. Tony Gard-Alexander, c'est une approche corporelle, d'écoute du corps et de détente du corps. Et l'idée, c'est eutonie, c'est de trouver le juste tonus pour l'action ou l'inaction, enfin pour la vie. D'accord. Okay, donc c'est des pratiques de relaxation, de voilà, c'est beaucoup de de... détente, beaucoup de mouvements conscients, de présence à soi dans le mouvement, etc. Ok. Voilà. Et donc après, donc c'était peut-être, ça allait quand même un peu dans la démarche petit à petit du slow sex en fait. Bien sûr, tout m'y amenait, mais je le savais pas. Okay. D'accord. Et Jean-François? Ah, moi non plus, je le savais pas. Oh, mais moi j'ai un parcours en zigzag avec j'ai fait 1000 choses. J'ai été luthier, j'ai retapé des maisons, j'ai été comptable, j'ai été promoteur. J'ai fait 1000 choses. Ok. Et voilà. Et Voilà. donc, Et puis en fait, je me plais à dire que j'ai toujours suivi les compagnes qui étaient avec moi. Et puis comme elles étaient toujours à la recherche de quelque chose, j'étais bien obligé de suivre. Voilà. ok. J'aurais Donc... peut-être fait moins tout seul. Comment? J'aurais peut-être fait moins tout seul. Voilà. Ok. Mais c'est un magnifique voyage. Donc le slow sex finalement, c'était peut-être au début un petit peu plus une idée de Anne, mais maintenant vous faites ça ensemble. Enfin, vous Alors, organisez pas les du tout. retraites. Pas du tout. On était ensemble et puis simplement un jour on aimait bien faire l'amour de toute façon. Et puis un jour on avait entendu parler d'un séminaire qui s'appelle Making Love Retreat, donné par Diana Richardson. Diana et Michael Richardson, c'est un couple qui donne ça.
Et on a été faire cette retraite. C'est une retraite de 7 jours. Et on en est sorti tellement enthousiaste qu'on y est retourné chaque année. D'accord. Vous avez fait combien de retraites du coup? On en a fait une dizaine, je Une pense. bonne dizaine, oui. Une bonne dizaine. Alors, c'est vrai qu'au début, on le faisait pour nous. C'est vrai que la toute première, Diana Richardson avait dit, si ça vous intéresse de transmettre cette approche, venez me voir. Alors, on a été la voir parce qu'on était complètement enthousiastes. Et puis après, on a complètement oublié cette histoire parce qu'en fait, on voyait toutes les implications, on voyait d'où ça allait, on voyait la profondeur de la démarche. Et donc après, on n'y pensait plus du tout, on faisait ça pour nous. On s'était dit, prendre soin du couple, c'était les meilleures vacances qu'on puisse faire. Et puis un jour, c'est revenu par la fenêtre parce qu'on en parlait autour de nous, puis que plein d'amis nous disaient, Diana et Michael donnent la retraite en anglais, avec une traduction en allemand. Évidemment, pas tous les francophones peuvent aller faire une retraite en anglais ou en allemand. Et donc, peu à peu, ça c'est, voilà. Et puis, en fait, Diana, elle a dit, non, mais il faut que vous la donniez en français. Et puis, on s'est lancé. Parce qu'on voulait l'inviter à la donner en France, puis nous, on aurait traduit. On aurait dit, non, donnez-la. Ok, d'accord. Et ça, c'était il y a combien de temps? 14 7 ans. ans, oui. En 2014, on a commencé à transmettre la retraite. Oui, en 2006, on a commencé. Voilà. La démarche, on a commencé en 2006. Donc, notre première retraite à nous. D'accord. Ok, donc du coup, est-ce que vous pouvez expliquer finalement, quand vous êtes arrivé dans cette première retraite avec Diana Richardson, quelles ont été vos attentes et vos découvertes et votre étonnement en fait de cette approche slow sex? Qu'est-ce que ça a changé pour vous et pourquoi vous avez voulu y retourner et pourquoi finalement, voilà, vous en avez fait vos retraites? Moi, je peux dire, c'est que j'ai entendu des choses sur la sexualité féminine et le rôle de la femme dans la sexualité en particulier. Et c'est comme si c'était des choses que j'avais toujours su dedans, mais auxquelles j'avais jamais fait confiance. Voilà, que j'avais jamais validé. Et je dis ça parce que maintenant, quand on transmet la retraite, beaucoup de femmes viennent me voir et me disent, mais j'ai toujours su ça à l'intérieur, mais j'y ai jamais cru ou j'y ai jamais fait confiance. Donc, je suis pas la seule. Un exemple concret, par exemple? Alors, c'est un exemple concret. C'est par exemple ce besoin de temps dont la femme a besoin pour se sentir prête pour la pénétration. Et souvent, les femmes, on se sent anormal, on se dit « Oh là là, mais j'ai besoin de tellement de temps, lui, il est prêt, il voudrait passer à la pénétration. Moi, je sens que j'aurais besoin d'encore du temps, mais je dois être anormal, hein, ou je dois être, voilà, il faudrait que j'aille plus vite, il faudrait tout ça. » Et en fait, ce que dit Diana Richardson, c'est « On est normal. Le corps de la femme n'est pas fait comme celui de l'homme, et la femme a besoin de temps pour que son corps s'ouvre, que son vagin s'ouvre et pour qu'elle soit réellement prête pour la pénétration. Et que ce besoin de temps est inhérent à notre féminin. Et moi, j'aime bien dire, plus on est féminine, plus on a besoin de temps. C'est un c'est un peu un paradoxe. C'est pas vrai, mais c'est une façon de dire une contre-vérité à ce que tout le monde croit. Oui, voilà. Voilà. Ok, d'accord. Mais ça, sans retraite, c'est une retraite d'une semaine. Et qu'est-ce qui vous a vraiment convaincu? Parce que, alors je sais pas, c'est vrai qu'il y a 6-7 ans, c'est pas des choses dont on parlait autant par rapport à maintenant. Et même maintenant, je pense qu'on est un peu dans un petit monde, parfois dans le milieu de la sexualité, etc. Et tout le monde n'est pas encore au courant de tout ça. Et que oui, on a besoin de temps. Mais c'est pas forcément propre au slow sex de dire qu'on a besoin de temps. Il y a quoi en plus encore? Oui. Oui. C'était pour vous donner un exemple d'une chose auquel j'avais pas fait confiance, puis tout d'un coup je pouvais faire confiance. Mais principalement, c'est une expérience. C'est comme si tout d'un coup ça nous a permis d'entrer dans une autre dimension de la sexualité. Tout d'un coup, on s'est dit, mais oui, il y a tout ça dans la sexualité, et en particulier quelque chose qui nous touche plus profondément
nous on parle de sexualité conventionnelle, mais que l'acte sexuel conventionnel, il y a quelque chose qui est comme si on est mobilisé dans nos profondeurs et qu'on partage quelque chose de notre être profond pendant l'acte sexuel avec l'autre. Ouais. Moi, je dirais ça pour moi. Mais... Ok, qu'est-ce que tu entends par sexualité conventionnelle? Alors, la sexualité conventionnelle, c'est, disons, la sexualité globalement partagée par tout le monde. Par, je dirais, les couples hétérosexuels, mais aussi les couples homosexuels. Enfin, il y a des données qui sont à la fois pour les couples hétéros et les couples homo. Et ben, moi, ce que je dirais, quand même, une des choses importantes de la sexualité conventionnelle, c'est que on recherche l'excitation, et l'excitation est une composante inhérente à la sexualité. On ne peut pas imaginer avoir un acte sexuel sans excitation. Et en général, l'acte sexuel se déroule comme ça, c'est qu'on va créer de l'excitation, faire monter cette excitation le plus possible jusqu'à aller à l'orgasme. Et ce schéma de l'acte sexuel est un peu Tout le monde pense que c'est ça, faire l'amour. Et nous, on remet en question l'excitation comme un ingrédient indispensable à la sexualité. Nous, on dit on peut faire l'amour sans excitation. On peut avoir un rapport sexuel sans excitation et sans la rechercher. Et on peut avoir un rapport sexuel très nourrissant sans aller au pic orgasmique et à la décharge orgasmique. Alors ça, j'avais bien retenu, on va y venir après. Donc, dans l'un des éléments du coup du slow sex, ce serait aussi de pouvoir avoir une relation sexuelle sans excitation. Mais il y aurait, du coup, vous faites une distinction entre excitation et désir. Dans quel cadre, du coup, on a une relation sexuelle avec son partenaire ou sa partenaire sans excitation? Comment répondre? Dans tous les cas. Ce que je dirais, c'est que l'excitation, elle est là, peut-être, ou pas, mais c'est pas quelque chose qu'on va rechercher obligatoirement. Alors que dans la sexualité conventionnelle, on recherche l'excitation comme un ingrédient indispensable. Donc c'est une espèce de prise de liberté par rapport à cette obligation d'excitation. C'est ça que je dirais. Et quand même, ce qui, pour moi, caractérise le slow sex avant toute chose, c'est que on a son attention tournée vers soi-même. On est à l'écoute de ce qui se passe dans son corps, dans son cœur, dans son être. Et on se préoccupe plus de ce qu'on ressent soi que de ce que l'autre ressent. Ok, sans pour autant être égoïste et utiliser l'autre, et comme ce qu'on peut parfois reprocher justement à ce que moi aussi j'appellerais le sexe conventionnel, alors ça arrive dans les couples, les relations déjà construites, mais encore plus dans les relations plus éphémères ou les premières fois, etc. Et où finalement on a un peu l'impression, voilà, c'était juste un coup d'un soir entre guillemets, et chacun était là pour prendre son plaisir et sans penser à l'autre. Et donc, du coup, voilà, c'est difficile de penser à soi sans sans que l'autre se sente utilisé, quoi. Alors, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe. C'est que quand on s'ouvre vraiment à soi-même, c'est-à-dire avoir l'attention sur soi et s'ouvrir à ce qui se passe pour soi, c'est-à-dire dans une attention qui est vaste, eh ben, on va faire exactement ce qui est juste pour l'autre. Mais dans quelque chose de plus grand que… En fait, c'est ça, c'est que quand on écoute le corps, on rentre dans une dimension beaucoup plus sage que quand on écoute son mental. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans la sexualité conventionnelle, on fait l'amour avec son mental. C'est-à-dire qu'on a une idée de ce qu'on veut atteindre, on a une idée de ce qu'il faudrait que l'autre sente, et on essaie de pousser le corps dans la direction de ce que le mental veut. Okay. Et alors que là, ce qu'on cherche, c'est à s'ouvrir à ce qui se passe en soi. Donc, c'est un mouvement d'ouverture à soi-même. Et dans ce mouvement d'ouverture à soi-même, pour moi, on ne peut pas vraiment utiliser l'autre. D'accord. Parce que l'utilisation de l'autre, c'est déjà un projet mental. C'est déjà un projet, c'est un projet.
au Oui, fond. parce que si Alors que là, il n'y a pas de projet, il y a juste s'ouvrir à ce qui est. C'est s'ouvrir, c'est ouvrir son corps, ouvrir son esprit. Donc, c'est finalement se rendre vulnérable dans le bon sens du terme auprès de l'autre. Donc, il faut quand même une notion de confiance indispensable qui peut pas être peut-être si présente avec une personne qu'on vient de rencontrer, quoi. Mais moi, je voudrais dire, parce que là, on parle de slow sex, mais en fait, qu'est-ce que c'est que le slow sex? Oui, voilà, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est vraiment faire l'amour avec plus de présence, plus de conscience. Hein. C'est-à-dire, justement, c'est ce que vient de dire Anne. Très souvent, on fait l'amour avec notre tête, on veut aller quelque part, on veut avoir un résultat. Hein. Et dans notre société, c'est à fond, à fond, à fond. Hein. La pression de la performance est terrible, terrible, terrible. Je dirais quelque chose après. Mais est-ce que nous, vraiment, c'est faire l'amour avec plus de présence. Et plus de présence, donc ça veut dire faire l'amour avec ce qui est là, sans vouloir que ça soit différent. D'accord? Et le slow, parce qu'on parle slow sex, le slow, en fait, c'est une conséquence. Si on veut vraiment écouter son corps, sentir son corps et écouter ce qu'il nous dit à l'instant T, à l'instant même, on est obligé de ralentir, parce que sinon on peut pas vraiment tout sentir. Hein. Donc, si on veut bien, le slow, c'est une conséquence de cette présence. Mais en fait, c'est vraiment faire l'amour avec plus de présence, plus de conscience. Alors, faire l'amour en conscience, hein, c'est le titre de notre site. Mais c'est vraiment ça, c'est au lieu d'aller quelque part et de suivre un programme, je mets toute mon attention à voir qu'est-ce qui se passe sans vouloir aller nulle part. Et pour prendre un exemple concret, par exemple une caresse. Si je veux vraiment être présente dans ma main et à ce qui se passe, je vais ralentir. Je vais ralentir, ça va devenir quelque chose qui m'émerveille à chaque instant. Hein, des fois, il y a des caresses qui sont un peu mécaniques, on n'est pas vraiment là. Et d'ailleurs, les femmes, elles sont assez sensibles à ça. Quand un mec vous caresse et puis qu'il n'est pas présent, en général, ça fait un peu. En tout cas, on sent, on est très sensible à cette présence de l'autre dans sa main quand il nous caresse. Ouais, et donc du coup, c'est pour ça que là, on disait juste avant, pas forcément de recherche d'excitation, pas forcément de recherche de course à l'orgasme. Avant de passer juste là, juste pour finir sur ce côté sans excitation qui, je pense, est la plus... on est moins habitué à entendre ça que la course à l'orgasme, on entend de plus en plus qu'il faut arrêter d'aller vers ça. Est-ce que du coup, on pourrait considérer que c'est juste une pratique à deux, comme on ferait un massage ou sans recherche d'excitation, juste pour faire du bien au corps de l'autre, comme on ferait du sport à deux, est-ce qu'on peut le voir comme ça quand on dit faire l'amour sans recherche absolue d'excitation? Alors, oui, non. Je dirais pas vraiment, parce que vraiment au cœur de cette pratique, je vais peut-être un peu vite, mais c'est quand même la rencontre des organes génitaux. Quand même, d'accord. Voilà. Et pour nous, c'est ça, au cœur de la pratique, il y a le fait que l'homme et il y a ce qu'on appelle la polarité homme-femme, hein, que l'homme et la femme sont deux forces égales et complémentaires, donc opposées et complémentaires. Et l'homme est une force dynamique, la femme une force de réceptivité. Hein, et ça se traduit au niveau du pénis et du vagin, c'est-à-dire le pénis, de par ça, on voit, il est dirigé, clairement. Il a une direction, il est comme un émetteur. Et le vagin, au contraire, c'est un organe de réceptivité, d'accueil, d'intériorité aussi. Et c'est parce qu'ils sont différents, ils sont complémentaires. Donc ensemble, ils sont à la source de ce que nous on appelle les états orgasmiques. Et l'orgasme pour nous, c'est quelque chose qui est bref et qui est plus de l'ordre de la décharge. L'événement. Et voilà. Qui est un événement. Et alors que l'état orgasmique, c'est quelque chose qui appartient à l'éternité. C'est-à-dire, même si ça dure quelques secondes, on en est rempli
c'est quelque chose auquel on peut continuer à se connecter après, même des années après. Hein. Et tout le monde a vécu des expériences plus d'orgasme qui ressemblent plus à une décharge ou à un spasme, et des expériences orgasmiques qui en fait, qui emmènent l'être tout entier. C'est-à-dire, on n'est plus un corps, on est un corps, un cœur, un esprit, on est tout. Et souvent, on a l'impression d'être connecté au tout aussi. Donc, à son Donc, il y a les états, et il y a les états orgasmiques, et il y a l'orgasme en soi, qui est le côté espace, mais plus éphémère. Mais voilà. Souvent, on a quand même les deux, quoi. Voilà. Et bien sûr qu'il y a toute une palette. Bien sûr. C'est un peu deux extrêmes, mais il y a toute une palette. Et donc, juste pour expliquer un peu mieux, c'était vraiment la découverte aussi pour moi quand j'ai lu votre livre sur cette polarité, oui, et de complémentarité entre l'homme et la femme. Donc là, si on reste dans un cadre hétérosexuel, hein, donc avec la femme qui reçoit, mais il y avait aussi ce côté donc la femme négative au niveau de son sexe, dans le sens où elle reçoit, et positive au niveau de sa poitrine. Est-ce que vous pouvez expliquer ce côté, du coup, où là, c'est l'homme qui est réceptacle au niveau de sa poitrine? Donc, de la même façon que l'homme et la femme sont deux pôles opposés, hein, enfin, en tout cas au niveau… à l'intérieur de nous-mêmes, on a aussi les deux pôles. Donc, la femme, son vagin est réceptif, et son pôle émetteur est au niveau de ses seins et de ses mamelons. Et l'homme, son pénis est émetteur, et sa partie réceptive est au niveau de la poitrine et du cœur. Et pour la femme, c'est super important de se restaurer dans ses seins. C'est-à-dire que souvent, les femmes n'aiment pas leurs seins et ont du mal à sentir leurs seins de l'intérieur. C'est-à-dire que souvent, c'est plus des objets de décoration que vraiment une partie du corps vécue et habitée pleinement. Et en fait, aussi des fois parce qu'on a été touché, on a été touché dans notre histoire sur les seins d'une façon qui ne nous convenait pas. Donc notre sensibilité se rétracte comme ça. On n'a pas envie de sentir quand on n'est pas touché comme on aimerait. Donc il y a toutes sortes de raisons qui font que nos seins sont pas aussi vivants qu'ils pourraient l'être, aussi habités qu'ils pourraient l'être. Et c'est vrai que donc moi je donne un stage femme où on fait beaucoup de méditation sur les seins, on passe beaucoup de temps à écouter nos seins, à ressensibiliser nos seins, et la plupart des femmes peuvent vraiment sentir comment, quand les seins deviennent vivants, pouf, le vagin s'ouvre. Il y a une espèce comme une douche qui descend et qui fait que le vagin devient vraiment accueillant, réceptif, je dirais en demande du pénis, mais pas dans une demande avide ou tendue, mais plutôt dans une ouverture, dans quelque chose de plus vaste, spacieux, aussi calme. Ok, donc vous diriez que finalement pour préparer son vagin, pour préparer sa vulve, il faut aussi ressentir sa poitrine, ressentir sa force là-dedans. Et inversement, du coup, qu'est-ce qui se passe pour l'homme? Alors justement, avant de dire l'inversement, ce que je veux dire, c'est que… Pardon. Justement, pour la femme, oui, et aussi quand je dis habiter les seins, l'homme peut aider, mais pas dans un esprit de stimulation, mais plus dans un esprit d'aimer, de donner de la chaleur, de contenir, de permettre à la femme d'amener sa présence dans ses seins. Hein, c'est une autre attitude que l'excitation. Et l'homme, il est émetteur au niveau de ses organes génitaux, de son pénis. Donc, quelque part, il est très vite prêt pour l'acte sexuel et la pénétration. Oui. Mais nous, comme, en fait, notre pôle est émetteur et au niveau des seins, notre vagin, il n'est pas tout de suite prêt pour la pénétration. Et ce besoin de temps, il est lié à ça.
le besoin de temps dont je parlais tout à l'heure, il est lié au fait que notre vagin n'est pas notre pôle émetteur, mais notre pôle réceptif. Hein, et que mobiliser l'énergie à partir d'un pôle réceptif, c'est délicat. C'est plus facile de mobiliser l'énergie à partir du pôle émetteur. Ok. Et donc, pour l'homme, c'était ça votre question. Oui, non, mais il faut bien comprendre l'un pour comprendre l'autre aussi. Voilà. Donc, pour l'homme, effectivement, il est prêt pour l'acte sexuel assez souvent, mais rapidement, pour qu'il soit ouvert au niveau de son cœur, ça prend du temps. Souvent, ça demande du temps. En fait, on est assez pareil. Donc, c'est pareil, c'est ce pôle réceptif, donc le cœur de l'homme et le vagin de la femme. Pour s'ouvrir, ça demande un petit peu de temps. D'accord, vous dites le cœur, ça va être physiquement, la poitrine, les émotions, les sentiments, qu'est-ce que vous entendez finalement? Il y a un dicton qui dit les femmes, pour passer à l'acte sexuel, ont besoin d'amour, et les hommes, ils disent on a besoin de sexe pour passer à l'affectif. Pour passer à l'affectif, pour passer à l'amour. Hein. C'est comme si on fonctionne à l'opposé. Il y a quelque chose qui fonctionne comme ça. Je crois que j'ai entendu. Pour passer à l'affectif, de quoi pour les hommes, du coup? C'est-à-dire les hommes, ils ont besoin de faire l'amour pour passer à l'affectif. D'avoir un acte sexuel pour ressentir qu'ils aiment cette femme. Et les femmes, elles ont besoin de ressentir de l'affectif pour être prêtes à faire l'amour avec un homme. Enfin, c'est un peu exagéré. J'avoue que je peux pas être tout à fait d'accord, mais… Non, mais c'est un dicton, c'est un peu une caricature. Mais il y a quelque chose de vrai. Il y a un petit peu quelque chose de vrai. Hein. Et donc, on est vraiment à l'opposé. Mais justement, je pense que, et c'est une question justement qu'on a eue de Mélanie, qui est en pleine lecture de votre livre et qui se pose la question par rapport au fait que, alors pas exactement sur ce dicton-là, mais sur tout ce qu'on vient d'expliquer, que dans le slow sex, la femme est celle qui accueille. Comment voyez-vous la place de la femme dans notre société patriarcale? Enfin, en gros, que j'imagine, Mélanie, dis-moi si je me trompe, que le fait que ce soit si différent, distinction homme-femme, que ce soit que la femme qui accueille, et pas par exemple, est-ce qu'on ne pourra pas parler de pénétration chez l'homme aussi, au niveau de sa prostate, ou une autre femme de plaisir, est-ce que ça ne pourrait pas peut-être envoyer des images un peu trop classiques ou conventionnelles du rôle de l'homme et la femme, ou je ne sais pas. Alors, il y a les images et ce qu'on en pense. Et puis après, il y a l'expérience. Et nous, ce qu'on peut vraiment dire, c'est notre expérience personnelle, c'est que quand on cultive chez la femme sa réceptivité et chez l'homme son dynamisme, il y a quelque chose de tellement beau qui peut se vivre dans la sexualité. Et on l'a vécu personnellement, mais à chaque retraite, on voit des couples qui le vivent. Donc, moi, comment dire, bien sûr qu'on peut taxer cette approche d'un peu patriarcale parce que la femme reçoit et tout. Mais si elle permet aux couples de vraiment faire un saut quantique dans leur sexualité, ça c'est intéressant. Et ça demande un peu de patience intellectuelle parce qu'au bout du compte, moi je pense que vraiment cette approche, elle rétablit quelque chose, un équilibre entre l'homme et la femme qui est vraiment… Oui, parce que le travail, c'est pas que chez la femme. Voilà. Voilà. Donc moi, je pense, mais il le rétablit par l'expérience, pas par des concepts. Et c'est pour ça que moi, je suis passionnée à donner cette retraite parce que je vois les couples changer. Et je vois des femmes à 65 ans qui découvrent ce que c'est que faire l'amour. Et des fois, elles sont dévastées en disant, mais comment j'ai pu passer toutes ces années à côté de la plaque? Mais c'est une guérison et cette guérison, elle a sa beauté, même si elle se fait qu'à 65 ans. Donc patience. C'est ça que j'aurais envie de répondre. Mais c'est vrai que là, on parle de société patriarcale, c'est absolument vrai, depuis des millénaires. mais en effet, ça demande pas mal à l'homme, hein, de changer ses habitudes, voilà, de voir la sexualité différemment, pas comme quelque chose à prendre, mais tellement comment je dirais aimer la femme pour qu'elle puisse s'épanouir complètement.
Et ça veut dire, c'est pas aimer la femme pour la faire jouir ou pour prendre quelque chose. C'est développer tout à fait autre chose. C'est comment est-ce qu'on peut guérir voilà, comment est-ce qu'on peut guérir ce patriarcat en aimant la femme autant qu'elle le mérite. Et ça, c'est quelque chose que l'homme peut faire guérir toutes ces mauvaises habitudes de patriarcat. Hein. La femme a été utilisée par l'homme depuis toujours. Hein. Donc, pour son plaisir, pour son plaisir égoïste. Et donc, en fait, si on arrive à changer ça, alors c'est vrai que dans notre société, on a de la chance, c'est encore disons, c'est certainement des endroits du monde où ça va le mieux. Mais j'ai encore lu récemment un livre sur une gamine en Afghanistan qui se fait marier à 14 ans, qui tombe enceinte et qui meurt parce que, avec un vieillard, bien sûr, et puis qui meurt simplement parce que son corps n'est pas prêt pour porter un enfant. Donc, ça arrive aussi plus proche de chez nous que ce qu'on croit, mais voilà, oui, mais après, tout à fait. Donc c'est vrai que il y a une autre dimension dans cette histoire. Dans cette histoire de slow sex, il y a toute une dimension de faire que ce pénis et ce vagin communiquent entre eux et se guérissent un petit peu de tout ce qui a été. Oui, parce que finalement, quand on commence à aller dans cette démarche de slow sex, alors que ce soit déjà juste peut-être en lisant votre livre ou juste en parlant dans son couple ou en allant faire une retraite avec vous, on parle pas seulement de sexualité. Finalement, là, comme dirait Lali là, dans les questions dans le chat, on va autant à la découverte de son corps que de sa personne, en passant par le corporel, certes, mais il y a beaucoup de discussions, j'imagine, pendant ces retraites. Oui, et moi, ce que je voulais revenir sur le fait de combien les hommes sont déstabilisés par cette approche. Oui. C'est-à-dire que les femmes, elles, quand même, elles se disent « Oh là là, j'ai toujours su ça à l'intérieur, quel bonheur !» Quand même, c'est ça au départ. Hein. Et les hommes, ils sont déstabilisés parce que les hommes, ils croient beaucoup à leur pression de performance. C'est-à-dire, ils investissent beaucoup dans ça. Et je voudrais donner l'exemple d'un couple où elle avait vécu un moment mais d'extase pendant plus d'une heure, et lui, il était pas en érection. Il était en elle, mais pas en érection. Et pour lui, il y avait quelque chose il y avait un gros ballon qui se dégonflait, quoi, hein, psychique. Hein. donc, les hommes, ils sont mis à mal dans leurs croyances et dans leur investissement, hein, dans ce dans quoi ils ont investi jusque-là. Donc, oui, moi je pense que c'est une sexualité profondément à l'avantage de la femme. Enfin, où la femme va beaucoup plus y trouver son compte que dans la sexualité. Les deux, finalement, si justement moi, mais bien sûr. Même en tant que femme, je pense que je suis pas la seule à avoir été vraiment surprise de cette approche de la pénétration sans érection. Parce que je suis sûre, je connais plein de femmes qui diraient bah non, il n'y a pas bandé, on n'a pas pu faire, ou alors voilà, et qui n'ont pas cherché à faire d'autres choses, mais même qui n'auraient jamais pensé à continuer la pénétration sans érection. Donc du coup, est-ce que vous pouvez un peu expliquer d'où ça vient et comment ça se passe, parce que c'est vraiment, moi, une chose que je connaissais pas du tout du découvert dans votre livre, quoi. Disons, pourquoi la pénétration sans érection, c'est que dans la sexualité conventionnelle, le rapport entre le pénis et le vagin, c'est un rapport de friction beaucoup. On fait des mouvements pour augmenter la friction entre le pénis et le vagin, pour stimuler, pour créer de l'excitation et pour aller à l'orgasme. Dans notre perspective, l'idée, c'est de mettre le vagin et le pénis en connexion pour qu'ils échangent de l'énergie. Voilà. Donc, on cherche un rapport de connexion plus que de friction. Hein. Et ce qu'on découvre de l'intérieur, et moi je l'ai découvert, mais on le vérifie dans les retraites aussi, c'est que un pénis sans érection, des fois, est beaucoup plus émetteur et puissant en termes d'échange d'énergie qu'un pénis en pleine érection. Donc déjà, ça change le point de vue sur qu'est-ce que c'est qu'un pénis puissant. Un pénis puissant, c'est un pénis sensible qui émet de l'énergie.
Hein. Et pas forcément sa rigidité, quoi. Voilà. Et des fois, même la rigidité, l'extrême rigidité peut être un obstacle à cet échange d'énergie. Hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça que des fois, on est dans une pénétration où il n'y a pas beaucoup d'érection, et pourtant pour la femme, il se passe quelque chose d'extatique. On a même une femme qui racontait que elle avait vécu une expérience extatique de plusieurs heures, et son mari ronflait pendant le moment. Mais elle était vraiment dans quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, quoi, d'extatique. Donc c'est juste pour relativiser ouais. Il y a d'autres réalités que le sexe conventionnel, disons. Il s'est endormi pendant l'acte? Oui. Oui. Ok, d'accord. Oui, parce que donc pour faire une pénétration sans érection, il y a une position géniale. Il y a plusieurs, mais il y en a une géniale où la femme elle est sur le dos, l'homme sur le côté, on se met en ciseaux avec les jambes, puis en fait on arrive à mettre le pénis dans le vagin sans érection aucune, et si on reste là tranquillement, ben il reste l'un dans l'autre. Donc si un des deux s'endort, il n'y a pas de raison que ça sorte. Donc le pénis reste dans le vagin. Après, il faut être bien d'accord dès le début, parce que bon, il y a quand même cette question de consentement qui peut être pas attendue, mais ok. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, non, mais je pense que là, il faut voir les schémas qu'il y a dans le livre et essayer. Mais c'est juste pour dire que c'est possible et donc ça aussi, ça libère beaucoup les hommes de cette pression qu'ils ont à être en érection. Hein. Et pour les hommes, c'est quand même lourd de devoir avoir une érection, de devoir la garder. Des fois, quand l'homme perd son érection, la femme dit « Ah, tu me désires pas, tu m'aimes pas ». Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont… oui, qui sont collées, c'est-à-dire et qui n'ont pas de raison d'être… C'est un peu comme un cercle vicieux. Oui. Il y a l'une des petites choses qu'on vient d'énumérer va entraîner tout le reste, quoi, dans un sens ou dans l'autre. Mais et du coup, il va y avoir des problèmes dans le couple à cause de tout ça. Mais du coup, comment que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme, si on a envie d'essayer tout ça, comment on peut aborder ça dans son couple? Comment on peut en parler? Parce que je pense que ça pourrait être Il y a la retraite. Voilà, il y a la retraite, mais pareil. Je pense qu'il y a les livres, hein, il y a le petit marabout qu'on a écrit, il y a les livres de Diana Richardson, donc voilà. Donc ça c'est une première façon. Mais au bout du compte, c'est faire ce qu'on a toujours fait avec un peu plus de présence à soi-même. Et dès qu'on fait ça, on est dans la démarche du slow sex. Et mettre de la présence, observer ce qui se passe pour nous, être à l'écoute de soi, en ouverture à soi-même. Et bien sûr, une clé importante, c'est de partager. C'est-à-dire de dire ce qu'on découvre à l'intérieur. Hein. Donc c'est partager sur le moment, partager après, les deux. Sur le moment, c'est génial. Si on n'a pas réussi sur le moment, après, c'est bien. Et voilà. Ok, donc vraiment, c'est la connexion physique, la présence d'esprit, mais aussi la présence orale et ne pas hésiter à vraiment communiquer pendant, quoi. Oui. Et dire ce qu'on ressent, dire ce qui nous fait du bien, dire ce qui nous fait moins du bien, c'est-à-dire oser être transparent sur… parce qu'en fait, pour moi, dans la sexualité conventionnelle, toujours mon expérience et les retours des couples, il n'y a pas beaucoup de transparence. Hein. Par exemple, l'homme est à l'intérieur du vagin et tout d'un coup il perd son érection. Qu'est-ce qu'il fait? 3 petits mouvements très discrets pour la rattraper. Hein. Et nous, on a tout de suite vu qu'il fait ça pour rattraper son érection parce qu'il était en train de la perdre. Mais on dit rien. Plouf. Surtout là. Et c'est dingue, on veut vivre l'intimité et on est dans des trucs tellement pas transparents. Et dans ces cas-là, la proposition, c'est de dire justement, tu sais, je crois que je suis en train de perdre mon érection. Et en fait, c'est aller dans une zone où on est beaucoup plus vulnérable, hein, beaucoup plus fragile. Donc c'est vraiment en fait
l'ouverture de la porte à une autre intimité, à une vraie intimité. Voilà, je dirais ça. Et c'est vrai qu'il y a eu tellement, on a dit beaucoup de choses. C'était peut-être un peu en vrac, mais non, c'était pas mal. C'était très en vrac, mais le but c'est qu'on comprenne. Mais nous on dit toujours, c'est une sexualité qui crée de l'amour. C'est souvent, hein, on fait l'amour, on a fini de faire l'amour, et puis on a eu un orgasme incroyable, et puis on se retourne, et puis il y en a un qui se fait une cigarette, et puis un quart d'heure après, on s'endort, des choses comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même un autre côté à la sexualité. La sexualité conventionnelle n'est pas toujours géniale. Il y a quand même des conséquences comme ça. Voilà. Et puis des fois, on a un immense orgasme, puis une demi-heure après, on s'engueule comme des chiens parce que pour rien. Pour rien. Souvent. Voilà. Tandis que notre expérience, c'est vraiment si on met cette sexualité qui permet au pénis au vagin de se rencontrer, d'échanger de l'énergie et de partager ce qu'on vit à l'intérieur avec son cœur, c'est vraiment une sexualité qui crée de l'amour. Et généralement, on se sent, créer de l'amour, ça fait que ça dure. Hein, on se sent bien après. Nous, c'est pour ça qu'on y est retourné. La première retraite qu'on avait faite, je me rappelle, on était juste sur un petit nuage. On était tellement bien, puis on voulait rien d'autre. Et une chose qui souvent on entend dans la retraite des participants, c'est voilà, on expose peu à peu et ils commencent à vivre des moments où ils font l'amour sans aller à l'orgasme. Et ils disent, c'est dingue comment on reste en amour. C'est-à-dire après, on va au petit-déj, et on va se promener et on sent tellement le lien qui est fort. Et puis ils disent tout d'un coup, on a un orgasme, parce que voilà, l'exploration amène là. Et ils disent tout d'un coup, on a senti que cette chose qui continuait depuis 2-3 jours et c'est comme si on est dans une pâte d'amour. Je ne sais pas comment dire ça. Hein. Il y a un lien palpable qui nous relie. Et tout d'un coup, c'est coupé ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu dans les retraites. Comme si finalement l'orgasme mettait fin à cette connexion. Oui. D'accord. Mais dans notre compréhension, l'orgasme sert beaucoup à décharger des tensions. Ah, ça c'est évident, mais il y en a même qui se masturbent à la recherche de l'orgasme pour décharger des tensions d'une manière pour la santé en fait. Et ce qui est très bien aussi, mais c'est pas la même recherche du coup. Voilà, c'est pas la même recherche. Et malheureusement, cette course à l'orgasme, je lisais encore hier un article sur les nouvelles sur le Viagra. Hein, le Viagra, il s'en est vendu l'année passée 4 milliards de pilules légales, sans compter les illégales et toutes celles au marché noir sur Internet. Et de plus en plus de jeunes prennent du Viagra, paraît-il. Et en fait, c'est vraiment parce que ils sont tellement sous pression, sous cette pression de la performance, que au moins avec le Viagra, ils sont sûrs d'avoir une érection et d'aller au bout. Et c'est terrible d'en arriver là parce qu'il y a même un jeune qui disait, mais mon pénis est tellement dur qu'en fait, je sens moins. Mais au moins, j'assure. Au moins, j'assure. Et voilà, alors qu'on en arrive à un extrême incroyable. Et c'est vrai que quand même, de plus en plus, nous on l'entend chez les jeunes couples, la sexualité, enfin, le modèle de la sexualité, c'est le porno pour beaucoup de jeunes. Et ils croient que le premier rapport sexuel, ça doit être un porno. Et on a vu des jeunes femmes qui disent, mais moi, mon premier rapport sexuel, le garçon lui a demandé de faire un porno, des choses qu'il avait vues sur un porno. Et pour elle, c'était complètement traumatique. Ah, bien sûr. Et voilà, donc c'est bien aussi d'entendre qu'on peut vivre l'extase avec un pénis mou. Qui est d'autres champs que... Mais pas nécessairement. C'est un très bon titre d'article ou de post pour enclencher la discussion. Là. Comment atteindre l'extase avec un pénis mou? Parce que ça va en choquer plus d'un et plus d'une, je pense, mais ça va en intéresser plus d'un et plus d'une.
aussi. Voilà. Et, Mais aussi pas que avec un sexe mou, hein. C'est-à-dire, bien sûr, non, là, mais on c'est. parle beaucoup de la pénétration sans érection, mais l'érection, c'est génial, hein. Et puis ça vient, ça part, ça. Non, mais c'est le fait que dans la relation, dans une relation sexuelle, on va avoir les deux, donc autant faire avec les deux et savoir faire avec les deux et pas que ça soit juste un signal d'arrêt, quoi. Donc, ok. Et alors, du coup, ça revient un peu à ma question tout à l'heure, mais c'est Gabriel qui vraiment demande parce que voilà, c'est comment engager cette discussion pour initier un changement de sexualité conventionnelle vers une sexualité de l'amour, comme vous dites. Parce que même si, bien sûr, on ne peut pas convaincre son partenaire de quoi que ce soit quand il s'agit de sexualité, c'est évident. Mais quand on a besoin d'exprimer des choses, de dire que ça va pas, ça on n'aime pas, mais qu'on ne l'a jamais fait et que ça fait, je ne sais pas, tant de temps qu'on est dans une relation plutôt conventionnelle, on ne va pas juste lui mettre le livre sur la table de chevet. Peut-être que ça ne va pas suffire, quoi. Est-ce que vous avez des témoignages de couples où c'est lui ou elle qui a eu l'idée, qui a amené la chose, comment ils sont venus vers vous pour venir en retraite? Et après, ouais. Alors, généralement, il y en a un des deux qui lit le livre et puis qui emmène l'autre. On a vu beaucoup, hein. C'est très souvent, c'est les femmes qui emmènent les hommes. Seulement, mais seulement. pas toujours. Il y a eu aussi des hommes qui amenaient des femmes. Mais en effet, moi, je pense que la meilleure façon de commencer, c'est de parler, c'est vraiment dire ce qu'on vit, ce qu'on aimerait vivre. Si on arrive, des fois on est blessé, vraiment arriver à partager notre intime. Et c'est une chose qui se fait pas du jour au lendemain. Hein, s'il faut c'est comme un muscle à entraîner. Donc on peut apprendre à partager. Et puis à partager d'abord les petites choses, puis peu à peu on arrive à partager aussi les grosses choses. Oui, parce que présenter ça comme un ultimatum, ça pourrait au contraire faire très très peur, en disant j'ai envie de faire cette retraite, on a un problème, non. Mais ce que je dirais, c'est que quand même les couples qui arrivent comme ça où il y a une personne intéressée et pas l'autre, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre eux. Et celui qui a priori est pas intéressé, il vient parce qu'il aime l'autre. Donc on a vu des hommes qui disent moi j'y crois pas à votre truc, mais je suis là parce que je l'aime, puis je vais essayer de rester ouvert. Puis on dit c'est tout ce qu'il faut, il n'y a pas besoin de plus. Hein? Ok. C'est juste aimer assez l'autre pour s'embarquer dans quelque chose d'inconnu et rester ouvert. Et on dit pas. Alors on dit pas plein de choses. On dit pas ce qu'on vous raconte, c'est la vérité. Nous, on dit la vérité, c'est ce que vous découvrez dans votre couple. Hein. Nous, alors on fait juste des propositions pour élargir le spectre de la sexualité. Souvent, la sexualité, on fait toujours la même chose. Hein. On a découvert comment ça marche et puis c'est une routine, puis on reproduit ça chaque fois. Et c'est vraiment, les propositions, c'est vraiment pour ouvrir ce spectre. Et puis, voilà, il y a d'autres choses. Ce qu'on fait n'est pas mal, mais il y a d'autres choses. Pourquoi pas tout essayer? Voilà. Et puis, c'est vraiment. Ok, super. Je pense que vous avez répondu à pas mal de mes questions. En tout cas, on va voir s'il y en a d'autres qui arrivent. On va les prendre à la fin. Je voulais juste faire ce que j'aurais dû faire depuis le début, c'est-à-dire replacer un tout petit peu dans son contexte, parce que le sexe, comme vous l'avez dit, c'est une pratique de pleine conscience. C'est ça le plus important qu'on doit peut-être retenir dans tout ce qu'on a dit. C'est la présence de son esprit dans tout ce qu'on fait, quand on touche l'autre, quand on a une relation, toute forme de relation d'ailleurs avec lui, mais encore plus sexuelle, lui ou elle, et donc en quoi ça se place? Parce que c'est juste l'une des pratiques de la pleine conscience. C'est pas la même chose que le tantra, c'est pas la même chose que le Tao, c'est quelque chose qui est à part. C'est votre interprétation de Diana Richardson et la vôtre, c'est ça? Oui. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que pour nous, ce qu'on transmet, c'est vraiment l'approche de Diana Richardson. Et elle, ses deux sources d'inspiration, c'est le tantra et un maître australien qui s'appelait Barry Long, qui a beaucoup écrit sur la sexualité, parlé en fait sur la sexualité. Et après, elle a cherché, elle a fait sa propre recherche personnelle, c'est-à-dire sa pratique, c'était de faire l'amour et encore l'amour et beaucoup l'amour. Et ça l'a transformée.
Et les gens qui la connaissaient lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Pourquoi tu t'es tellement transformée ces dernières années? Et c'est comme ça qu'elle en est venue à parler et comme ça qu'elle en est venue à transmettre son approche. Mais donc, c'est vraiment une approche, son expérience, quoi. D'accord, c'est vraiment une expérience, enfin, c'est empirique, quoi. Oui. Et faire l'amour en conscience, revenir à soi, revenir au corps, revenir à cette profondeur. Nous, on n'appelle pas tantra, on n'appelle pas nos retraites tantra, mais en fait, pour nous, c'est la base du tantra. C'est revenir à son corps, revenir à l'intérieur. Voilà, c'est à partir de là, c'est à partir de son corps qu'on vit les choses. Hein. On vit les choses avec notre corps. C'est notre véhicule pour cette vie-là. Et donc, c'est à partir de là. Donc, c'est vraiment la base. Après, on n'a pas utilisé le mot tantra parce que maintenant, sous tantra, on trouve énormément de pratiques différentes. Et il y en a qui sont magnifiques, il y en a qui le sont un petit peu moins. Donc, voilà. Et surtout, c'est que pour nous, moi, ce qui est précieux pour moi dans cette approche, c'est le fait qu'on est avec ce qui est. On est avec soi-même, là où on est, sans vouloir être ailleurs. Et ben, moi, j'ai fait pas mal de tantra. Et dans le tantra, pour moi, il y a toujours un peu, on fait des mises en scène, on en rajoute. Et moi, je trouve intéressant de pas en rajouter, de juste s'ouvrir à ce qui est, à notre vérité intérieure, à la vérité du corps. Et c'est une quête intérieure. Donc, il n'y a pas besoin il n'y a rien de spécial à atteindre, c'est juste devenir soi dans la sexualité. Et c'est peut-être aussi, c'est pour ça du coup, parce que s'il y avait bien au moins une grosse différence que j'avais retenue dans votre livre avec le tantra, c'est que le tantra incite vraiment à se retenir et ne pas atteindre l'orgasme, alors que vous dites que s'il y a orgasme, bah c'est pas grave, c'est parce que ça devait venir en gros. Oui, et puis nous on dit s'il y a orgasme, le réprimer c'est pas si bon que ça. Parce que c'est une tension. Ce qu'on peut dire, c'est que cette approche, une autre définition de cette approche, c'est faire l'amour de façon plus détendue. Donc, si l'orgasme arrive, ben, se détendre, se donner à l'orgasme avec un peu plus de conscience que d'habitude, en observant ce qui se passe au moment de l'orgasme, aussi en ayant les yeux ouverts. Le fait de vivre l'orgasme dans un contact visuel avec son partenaire, pour certaines personnes, c'est très nouveau. Hein, donc de pouvoir voir et être vu dans le plaisir et cette conscience va nous apprendre quelque chose, hein, donc tout est bon. Les rapports sans orgasme on apprend quelque chose, les rapports avec orgasme on apprend autre chose et c'est ça qui fait qu'on développe notre propre langage, notre propre sagesse en fait. Et on propose, nous aussi on propose parce que tu as parlé dans le tantra, on propose toujours de ne pas aller à l'orgasme, hein, surtout pour l'homme, de ne pas éjaculer pour pas perdre de l'énergie. Nous, on dit la même chose, mais différemment. C'est-à-dire, on dit, remettez en question l'habitude d'aller à l'orgasme à chaque fois. Et on veut pas donner des techniques pour faire ça. Hein. Dans le Tao, il y a des techniques, hein, on presse la base du pénis, des choses comme ça, pour ne pas éjaculer. Puis nous, on dit, on veut pas vous donner des techniques parce que ça serait rajouter une couche. Donc, on dit juste, remettez en cause l'orgasme. S'il vient, allez-y, mais regardez qu'est-ce qui se passe pendant l'orgasme. Mettez de la conscience dans ça. Et en mettant de la conscience, qu'on voit, ah oui, c'est passé ci, c'est passé ça, comment je me sens avant, comment je me sens après. Et c'est ça qui fait la différence. Et peu à peu, on simplifie. Au lieu de remettre chaque fois une couche de plus, on enlève les couches et ça devient très simple de faire l'amour. Tout soit devient plus naturel. Ça a généré 2 petites questions. Je pense qu'on va finir là-dessus. Il y a trop de portes ouvertes là. Il y a trop de choses à dire. Mais merci beaucoup. Je pense que déjà, on a au moins bien déblayé le sujet du slow sex. Tu parlais de la vue et du contact visuel, Anne, pendant l'orgasme. Mais justement, on avait une question sur le fait. À l'inverse, est-ce que bander les yeux peut permettre de se concentrer et d'être plus présent parce que pour ressentir plus, du coup, être pleinement connecté à soi vu qu'on supprime la vue? C'est une question de Toutes les expériences sont bonnes et c'est vrai que tout est bon, tout est juste. De mettre un masque de temps en temps,
pour avoir les yeux bandés, c'est une expérience intéressante. Et puis avoir les yeux ouverts, c'est une autre expérience intéressante. Donc tout est bon. L'important, c'est d'observer ce que ça nous fait et de tirer nos... Oui, de tester si on n'a jamais fait, si on est une personne Voilà, qui ouvre les yeux et à l'inverse, une personne qui ferme tout le temps les yeux. Le fait d'amener du nouveau va nous faire découvrir de nouvelles sensations. Et, exactement. Exactement. Okay. Et du coup, peut-être pour finir, avant d'oser venir faire votre retraite, surtout que les places sont limitées, donc il faut s'y prendre à l'avance. Il faudra que vous ayez tous regardé. Mais en attendant d'avoir une place, quels exemples de pratiques de slow sex ou de sexe en pénétration éventuellement vous pourriez conseiller? Je sais qu'il y a quelques petits exemples d'exercices de méditation, notamment dans votre livre, mais si vous deviez en conseiller juste une ou deux. Alors moi, je conseillerais de prendre un moment où la femme se détend, où l'homme met gentiment ses mains sur les seins de sa femme, dans une position où tous les deux sont confortables, peuvent se détendre. La femme, elle va juste sentir ses seins et l'homme être présent, aimant pour l'aider à ressentir ses seins et de voir où ça va. Ça, ce serait ma pratique que je propose. Et on a un couple qui a fait ça contre un arbre. Dans la forêt. Oui, donc l'homme était adossé contre l'arbre et la femme était adossée contre l'homme. Et ils ont vécu un truc complètement extatique avec la nature. Quoi. Donc, c'est ça mon exercice. Juste un petit mot, parce que tu as dit, avant de oser venir, c'est vraiment une retraite qui est pour tout le monde. Parce que il n'y a pas besoin d'avoir fait 50 ans de développement personnel. On vient, puis c'est vraiment, il y a pas de pression, il n'y a pas de stimulation, il n'y a aucune mise en exposition. Donc c'est vraiment pour tout le monde et chacun avance à son rythme dans son couple. Et puis de toute façon, il y a des choses qui se découvrent. Donc les couples changent, les couples évoluent, ils découvrent des choses. Et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment ça qui est précieux, parce que chaque couple enfin on est tous semblables, mais on est tous différents. Donc ce qui convient en couple, c'est chaque fois. Pas d'âge. Pour chaque couple, c'est différent. Voilà. Ouais. Il n'y a pas d'âge pour venir faire ses retraites. Aucun âge. On a eu la plus jeune, elle avait 24 ans et le plus vieux avait 82 ans. Ok, d'accord. Okay. Bon, donc du coup, peut-être juste, toi, oui, il n'y a pas besoin de... Donc on a un exercice, c'est bon. S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va clôturer là, à part inviter tout le monde à lire votre livre et à s'inscrire à votre retraite. Je ne sais pas comment mieux clôturer. Voilà. Et sinon, je vous remercie tous d'être venus, tous et toutes. Et puis, il y aura un prochain webinaire dans 2 semaines, alors sur une pratique complètement différente, sur une pratique du BDSM, sur le shibari, qui est l'art d'attacher les corps à la japonaise. Avec une sexologue qui est aussi praticienne de l'école des cordes. Voilà, donc rien à voir, mais qui fait partie aussi d'une autre forme de connexion à son corps et à celui de son partenaire. Et je vous enverrai le replay et les notes du webinaire dès que possible. Je vais me mettre. Voilà. Merci Anne, Jean-François. Merci Manon, et merci à toutes les personnes qui sont là. Bonne soirée. Au revoir.